Alors, juste pour poser le débat et l'ouvrir, je dirais de façon relativement large, est-ce que justement, Eric Orein, nous avons une juste représentation aujourd'hui, ou est-ce que nous avons une bonne connaissance, nous, acteurs culturels, de ce que sont les publics de la culture? Non. Très bien. Tout le monde semble être d'accord que le monde est en train de changer profondément. Nous sommes dans une... Je pense aussi, nous sommes dans une période de transition de l'humanité qui est de la même nature que la révolution néolithique ou la révolution industrielle. C'est-à-dire, on entre dans un processus, on sait que les trucs sont en train de changer et on n'a pas les matériaux intellectuels et instrumentaux et institutionnels pour saisir ce qui se passe. Donc, en réalité, je vais vous poser un problème, je ne sais pas comment on va en sortir, mais j'invite tout le monde à se rendre compte que les instruments et les façons d'aborder les choses du passé font partie du problème et pas partie de la solution nécessairement. Donc, tout le monde, enfin, mondialisation, le changement de la société industrielle vers une société post-industrielle, tout cela a changé le rapport entre l'État et le marché et donc emmène une culture de consommation qui est moins réglée par l'institutionnel et plus réglée par le pouvoir d'achat, la consommation, un rapport de consommation, etc. C'est-à-dire, pour moi, la mondialisation et urbanisation. Au début du XXe siècle, 10% de la population mondiale de l'humanité vivait en ville. Au début du XXIe siècle, c'est plus de la moitié de la population mondiale. Et dans les continents développés, Europe par exemple, ça fait 80%. Donc, nous devenons un animal urbain, et je pense que culturellement, nous ne le savons pas encore. Et une ville n'est pas un pays. Et donc, si on parle de champ culturel, d'espace culturel, on fait vite, disons, l'économie de réfléchir à ces échelles. Et donc, on pense que immédiatement, les espaces culturels sont les espaces qui ont été conçus et construits à partir du XIXe siècle, qui sont les communautés nationales, en réalité. Et les rapports, disons, de changement, c'est ces rapports-là. Donc, on a déjà un rapport qui est mal formaté à partir de l'idée que l'espace culturel dans lequel on intègre et on représente, donc la carte mentale de la population, n'est pas la population réelle, ni les cartes mentaux, ou mentales, je pense que, qui sont présentes dans la population. Nous devenons des urbains et une ville n'est pas un pays. Et donc, la question du champ culturel, est-ce que c'est un champ culturel national? Et quel autre champ culturel existe? Parce que, donc, je pense que l'urbanité, pour moi, c'est un de mes thèmes. L'urbanité est une forme de société et donc une forme de culture post-nationale. Dans l'espace culturel national, on a des territoires avec une frontière qui sont départagés d'autres territoires. Et avec l'idée, qui est une illusion naturellement, qu'à l'intérieur du conteneur, il y a beaucoup d'homogénéité et à l'extérieur, il y a beaucoup de différences. La différence avec la ville, c'est que la ville est inscrite dans un espace des flux plutôt que dans un espace des lieux et que donc la connectivité est tout à fait différente. Un des effets, disons, du changement de régime et du changement, disons, du décentrement de la culture de l'État vers le marché, même si on a une position critique par rapport à ça, a trop appris aux professionnels de la culture et au secteur culturel institué d'avoir un rapport au public comme si c'était un rapport marchand. Comment on rentre dans la culture? C'est en consommant l'offre culturelle instituée. Alors, un des problèmes, naturellement, c'est que dans la société multiculturelle
Et donc je regarde aussi, disons, l'offre est faite à un certain format et le public, la population, a une autre composition. Et les deux ne sont pas immédiatement adaptés. Et ce n'est pas parce qu'il faut démocratiser plus, parce que l'étiquette doit être moins chère, etc. C'est parce que faire référence, ce qui le champ culturel, le champ symbolique doit faire référence, donner sens à la vie, au niveau de la culture dominante, n'est opérationnel que pour une partie de la population. Donc je pense que nous devons quitter le schéma d'analyse, qui est un schéma d'analyse que les pratiques culturelles sont des pratiques de consommation. Et qu'en réalité, ce qu'on essaye de mesurer, c'est le rapport entre l'offre légitimée, l'offre légitime, et le public et la part du marché qu'on a. Et ce qui, naturellement, est aussi une ancienne vision de comment civiliser les gens, comment éduquer les gens, et comment donc, c'est quoi quelqu'un qui est civilisé? C'est quelqu'un qui est bien intégré, qui sait se comporter dans la communauté nationale. De partir de l'hypothèse que chaque humain est un être culturel. Et que donc ce n'est pas par rapport aux professionnels, à l'offre, mais par rapport à ces références culturelles qu'il faut d'abord étudier les modes de vie, les publics différents, etc. Un des éléments, je pense, de l'urbanité, c'est justement l'hybridité, le métissage. Ce n'est pas la tradition, l'histoire commune. Donc si à Bruxelles, on doit faire un projet sur base de racines communes, on est foutu. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se construire. On a comment dire, un destin commun. On est bien obligé de faire avec. Et donc, ce que nous devons construire, c'est une culture construite, en réalité, qui donne la possibilité de vivre ensemble sur base de la différence et pas sur base de ce qu'on a en commun. Il y a deux processus en œuvre. Il y a d'abord un processus de documentation de ces modes de vie. Ce que nous faisons en tant que professionnels de la culture, c'est de formuler, c'est de produire, disons, des objets, des artefacts qui réfèrent à cette vie-là. Et alors, dans tout ce matériau culturel, il y a des éléments qui deviennent la tradition. En fait, il y a une tradition sélective, une sélection qui est une opération politique, une opération de pouvoir et qui exprime l'identité commune et qui est réinvestie par l'éducation populaire, l'école, etc., dans les modes de vie. Et je pense qu'il y a deux interfaces qui font défaut. C'est-à-dire, la documentation n'est pas équilibrée, c'est-à-dire certaines couches de la population reconnaissent leur mode de vie dans ce qu'ils regardent à la télévision, dans les galeries, dans les expositions, ah oui, ça me parle. Et puis il y a un nombre de populations qui est plutôt, ou faire sens, ça c'est pas moi, ça c'est pas mon expérience, je suis étranger à ça. Et je pense que cette séparation est très forte actuellement dans la population et que le secteur culturel dans son offre cherche certains publics et en exclut d'autres, mais pas pour des raisons sociales seulement, pour des raisons, disons, d'ordre symbolique. Et puis, il y a une deuxième interface qui fonctionne mal, c'est la sélection. C'est-à-dire, dans la mesure où toute la politique de reproduction culturelle est surtout nationale, c'est l'État-nation qui continue à contrôler et à peser et à sélectionner la culture au niveau de l'identité pour ne pas accepter, disons, que l'hybridité, que le métissage devienne, disons, le niveau d'identification. Alors je pense donc que si, pour comprendre le lien entre la population, qui n'est pas nécessairement vos publics, votre part de marché, qui est une population, qui est beaucoup plus complexe de ce qu'on peut représenter, il y a inadaptation entre cette population et la production instituée de l'art et de la culture. Et deuxième élément, les sociétés, surtout européennes en plus, ne sont pas assez ouvertes pour former une identité commune dans laquelle
différents modes de vie peuvent se représenter. On ne naît pas spectateur, on n'est pas spectateur, mais on le devient, et au prix d'une, disons, conversion momentanément, en tout cas d'un énorme effort sur soi, qui fait que devenir spectateur, c'est pas aussi simple qu'on le croit, c'est pas aussi facile qu'on le croit, ce qui implique aussi, et finalement, j'ai l'air de parler du 18e, mais si vous avez une oreille qui est capable de glisser vers aujourd'hui, c'est évidemment de ça dont je suis en train de parler, et que dans le même temps, contrairement à des débats que moi j'estime franchement complètement erronés et égarants, personne ne passe d'une absence de culture à la culture, mais nous passons tous d'une forme de culture à une autre forme de culture. Personne ne passe d'une absence de capacité à être spectateur à tout d'un coup, je ne sais pas quoi, venant du ciel, une capacité à l'être parce que je ne sais pas quoi, une espèce de transcendance curieuse de l'art. Personne n'est absent de spectacle, mais nous pouvons en permanence changer de spectacle, et c'est cela qui nous oblige constamment à nous refaire. Et le problème du spectateur, ce n'est pas tellement d'être ceci ou cela, c'est d'être constamment en lutte avec soi-même, comprendre qu'on est véritablement au droit d'une œuvre, au droit d'un spectacle ou au droit de quelque affaire culturelle que ce soit, que si on est en permanence capable de se déprendre de soi-même. Par rapport au public, au spectateur, ce qui est très important, ça a été bien dit, c'est que le spectateur n'est pas quelque chose, le spectateur n'est pas un être, le public n'est pas un être, public, spectateur et autres, ce sont des rapports. Et s'ils sont des rapports, ce sont des rapports qui sont toujours en tension, en bouleversement, en déplacement, en développement, etc. Et que c'est à l'intérieur de cette affaire qu'il faut se mouvoir. Et effectivement, en fond du débat, il y a évidemment le problème du commun et le problème de l'universel. Bon, ça c'est bien clair, avec deux notions qui elles-mêmes sont, comment dire, utilisées de façon tragiquement bloquée et bloquante. C'est-à-dire le commun, on ne conçoit le commun que comme l'uniforme et l'homogène, et on ne conçoit l'universel que par le primat de l'un. Mais l'universel, c'est pas ça, c'est le rapport entre deux. Et c'est le rapport, et c'est pas l'un ou l'autre. Voilà. Bon, tout ça, j'y reviens dans 2 secondes si vous voulez, mais je ne veux pas non plus bloquer complètement la parole. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de prendre ces distances. C'est de prendre des distances, c'est d'être toujours capable de prendre des distances avec soi-même, avec nos propres habitudes, avec nos propres constructions, et de comprendre que s'il y a un côté intéressant au domaine de la culture, c'est justement qu'elle nous apprend en permanence à nous désapprendre de nous-mêmes. C'est que nous assistons non seulement à toutes ces mutations, mais ces mutations ont une composante anthropologique absolument fondamentale, qui est la suivante. Elle tient en 3 expressions. Un monde sans pensée verticale. Ça, c'est très, très important pour comprendre justement ce qui est en train de se développer sous nos yeux, qui est parallèle à ce qu'a dit mon collègue. Deuxièmement, un monde sans répit. C'est-à-dire que le changement est permanent, etc., et qu'on ne peut pas se fixer. Il faut apprendre justement à s'organiser dans le sans-répit. Et troisièmement, un monde dans lequel la culture, en tout cas le mot, parce que je ne suis pas sûr que ce soit la chose, est devenu le vecteur d'une réorganisation complète et générale de la consommation. Bon. Vous avez une définition donc classique tenant à la philosophie des Lumières de la culture. La culture est élévation de l'âme. Bon, voilà, ça, grosso modo, je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. Le deuxième paradigme de la culture, c'est la culture pensée comme formation. Que vous pensiez cette formation au niveau des individus ou au niveau des peuples, voilà, ça engage toute une réflexion sur l'histoire, etc. Vous avez un troisième paradigme de la culture qui est le paradigme de l'ethnologie. Donc la culture, c'est un ordre symbolique qui, en même temps, qui à la fois réunit et sépare, par définition même, bien sûr. Bon, voilà, vous en avez 3, globalement, dans l'espace de temps qui est celui de la modernité 18e jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, ceux qui jouent la réaction ne proposent pas un nouveau paradigme. Ils vous disent, le passé, c'est notre futur. Moi, je n'appelle pas ça un paradigme, donc j'évacue. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est peut-être d'essayer de penser autre chose. Un paradigme que j'appelle le paradigme de la culture de soi. Ce qui m'intéresse dans ce paradigme de la culture de soi, c'est que, il faut donc cesser de parler de la culture, mais apprendre à parler d'un se cultiver. Autrement dit, analyser et reprendre en charge tous les problèmes et tous les modes d'appropriation de la culture par les personnes et plus du tout de s'occuper de savoir si on met les objets, tel objet dans la culture ou pas dans la culture, mais comprendre que ce qui est intéressant, c'est d'abord les appropriations. Comprendre dans la foulée que ce qui est fondamental en chacun d'entre nous, c'est nos trajectoires.
C'est pas l'être que nous sommes, c'est notre trajectoire. C'est nos passages de quelque chose à autre chose. C'est le remaniement constant que nous sommes obligés ou assignés à faire de nos existences, non pas, là je ne parle pas de la consommation, de l'industrie, etc., mais dans le domaine de la culture. Parce que chaque fois qu'un artiste nous propose, alors je suis désolé, je maintiens la catégorie d'artiste 2 minutes, chaque fois qu'un artiste nous propose quelque chose, eh bien il faut se refaire. Il faut se refaire entièrement. Ou alors si vraiment on a l'habitude de ce spectacle-là, ça ne vaut absolument pas la peine d'y aller. C'est absolument complètement vain d'essayer d'aller vers quelque chose qu'on connaît déjà par cœur. Ça n'a pas de sens. Bon, en revanche, il faut s'offrir évidemment à des choses différentes. Et s'offrir à des choses différentes, c'est comprendre que c'est pas la différence, elle n'est pas chez l'artiste ou dans l'œuvre, elle est dans la manière dont moi je suis obligé de recommencer à m'éduquer, me former, me reprendre, me ressaisir et me réapproprier quelque chose. Donc que moi j'appelle maintenant la culture, mais qui est pensée tout à fait autrement. Et troisième point, comprendre que le rapport à l'œuvre d'art, mais ça c'est un problème de rapport avec nos collègues anglo-saxons, comprendre que le rapport à la culture n'est pas un rapport d'expérience. Il faut cesser cette invasion et cette comment dire, facilité qui consiste à traiter le problème de la culture comme le domaine de l'expérience. C'est pas du tout ça. Alors, je ne suis pas développé, mais grosso modo, le domaine de la culture, c'est celui de l'exercice et de l'exercice de soi, mais pas du tout d'expérience. La preuve en est d'ailleurs, pour prendre juste un point et le signaler, et puis le reste dans la discussion au besoin, toute expérience renvoie toujours à une sanction. Il y a une sanction de l'expérience. Il y a un feu, là, vous ne savez pas ce que c'est qu'un feu, vous jetez dedans, ben, vous serez brûlé. Bon, voilà. Il y a une sanction de l'expérience. Il n'y a pas de sanction devant l'œuvre d'art. Comment, au quotidien, peut-on réinventer sa relation au public et à la population? J'étais attiré par le mot « réinventer », hein, puisque finalement, il est particulièrement pertinent. Il ne s'agit pas de l'inventer, mais il s'agit de l'inventer à nouveau. Et donc, et je pense que le terme est particulièrement approprié, puisque ce que nous avons entendu, moi, aujourd'hui, je l'ai entendu comme le retour d'une certaine conception de la culture, telle que Michel de Certeau la définissait en 1973, hein, et qui était centrée sur la question de l'habitat. Donc, question, qu'est-ce qui est réinventé? Écoutez, donc, là, je dis une chose trop sommaire, je m'en excuse, je n'ai pas le temps, mais je pense que les trois expériences nous montrent toutes les limites que l'approche que moi j'appelle publique, donc que l'approche culturelle par rapport au public rencontre aujourd'hui. Puisque l'activité culturelle type public s'enligne en fait de plus en plus sur un modèle de développement capitaliste. Donc il s'agit de diffuser des produits culturels, et donc les mots-clés, c'est drainer des publics dans un lieu, saturer une jauge autant que possible, quand ce n'est pas, pire encore, contribuer à l'attractivité d'une région, d'une identité supposée. Donc, ce qui est le cœur de la pratique, c'est quand même un contact authentique avec les gens. Bon, on cherche à les connaître et à les reconnaître. Bon, on fait ce contact d'une façon cumulative et croisée. Donc, hein, il s'agit non seulement de rencontrer des groupes cibles, des publics spécifiques, mais de tenter, au contraire, hein, d'expérimenter collectivement des groupes et des croisements de groupes, tout en expérimentant des manières de produire du sens ou d'éprouver des jouissances artistiques. Hein. Il n'y a pas de différence dans ce cas-là. Et donc, on sort de cette autonomie molle pour arriver à une autonomie articulée. Donc, l'autonomie, elle est articulée clairement sur le champ social et politique. C'est que toutes ces expériences produisent des hybridations non programmées. Bon, j'explique les deux termes. Donc, par hybridation, j'entends, vous voyez, des greffes, hein, de la cuisine, le restaurateur, la musique, enfin, vous voyez, toute une série de choses qu'on essaye de mettre ensemble, de faire tenir ensemble. Donc, c'est pas seulement utiliser un traiteur, hein, c'est faire que tout ça soit un agencement consolidé, comme je dis dans mon jargon, et c'est une définition, à mon avis, pertinente de ce que tout le monde emploie aujourd'hui comme terme, sans trop savoir ce qu'on met derrière, la transversalité. Donc, il me semble ici qu'on a une version de la transversalité réinventée, puisque c'est un terme, hein, produit par l'analyse institutionnelle dans les années 60, hein, qui est d'essayer des greffes de choses l'une dans l'autre, vous voyez, de faire
des hybridations, et plus on hybride des univers séparés, plus on a de chances que ça donne quelque chose d'inattendu, le rugby par exemple. Hein. Alors, non programmé, pourquoi? Parce que c'est la réalité de l'avancement des choses qui produit les idées d'hybridation. C'est comme les choses viennent. Alors, donc il faut saisir les opportunités, mais pas les programmer dans son bureau, dans un travail de conception solitaire en chambre. Après, d'une intermédiation pratique, vous voyez, c'est par la pratique, on essaye d'expérimenter des langages artistiques. C'était le cas de la montée en puissance des instrumentistes. On essaye de trouver des façons de socialiser les œuvres qui sont pas centrées sur ses propres envies, et on essaye avec tout ça de virtualiser un peu la réalité, c'est-à-dire de lui rendre toute sa puissance de changement et de transformation. Il me semble qu'il y a une tresse qui est construite entre ces modes d'intermédiation. Problématiser une question commune alors qu'elle est vécue par des gens qui appartiennent à des univers séparés, ça c'est le premier enjeu. Ça passe souvent par des activités concrètes, un jardin, une cuisine, vous voyez, un point de passage obligé autour duquel les gens commencent à lier leur sort. Ça c'est une condition sine qua non. Deuxièmement, on en a beaucoup parlé, hein, il faut intéresser, c'est-à-dire séduire, rendre l'idée attrayante. Hein, comment est-ce qu'on vient, comment est-ce que des musiciens amateurs continuent à venir. Hein, donc, il faut séduire, il faut négocier des identités, et probablement qu'il faut, pour construire de nouveaux liens, en détendre d'autres. Hein, par exemple, le week-end, on fait de la musique ou bien on fait autre chose. Hein, bon, donc, la sociologie de l'acteur réseau étudie comment on peut faire ça. Et enfin, il faut être capable d'enrôler, c'est-à-dire de donner un vrai rôle dans la construction et le fonctionnement du réseau. Et l'exemple des relais que tu as expliqué montre bien, il y a vraiment un enrôlement quand les organisateurs sentent que ça leur échappe. J'ai été voué ces dernières années à rencontrer des publics que je ne devais pas forcément rencontrer. Moi aussi, je suis passé par Bernard Dort, etc. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait un équilibre possible entre des préoccupations esthétiques et des préoccupations citoyennes. Et que les deux étaient insécables. Et c'est vrai qu'en entendant les expériences évoquées tout à l'heure, on se rendait compte assez rapidement que justement le fait de travailler avec des publics avec lesquels on n'a pas toujours l'habitude de travailler déplace notre propre pratique. Et en écoutant ces publics, en les accompagnant, progressivement, j'ai été déplacé dans mes convictions. C'est-à-dire que j'arrivais avec l'idée que la médiation, c'était d'amener quelque chose, et il me semble qu'elle n'amène rien, qu'elle crée des conditions, que la médiation culturelle est là pour être à l'écoute des conditions, et qu'on a aujourd'hui fatalement plus besoin de créer des conditions que besoin de connaissances. Et que cette idée même d'amener la culture n'a aucun sens. J'entendais dans des colloques d'éducation populaire aussi, pourtant, il y a encore beaucoup de personnes qui sont isolées de la culture. Mais isolées de quelle culture? Isolées de la culture officielle, de la culture... Le public n'existe pas. Le public, c'est une catégorie plus ou moins homogène, avec des réactions plus ou moins inattendues. On a souvent renvoyé toute une catégorie sociale à l'idée de la passivité même. Il me semble que cette idée de passivité n'existe pas non plus, que les publics sont suscités à certains moments par des dispositifs qui les empêchent de penser, qui les empêchent d'avoir un temps de réaction, mais je peux vous assurer que la plupart des publics que j'ai rencontrés n'ont rien de spécifique. Si on doit définir la notion de médiation culturelle, la définition la plus réduite, c'est intermédiaire entre le public et les œuvres, mais c'est la définition la plus réduite, parce qu'à mon avis, l'idée même d'un médiateur, c'est absolument pas le médiateur de la République qui arrive avec la volonté de rétablir un ordre, de résoudre un problème. On ne va pas résoudre notre rapport à l'art et à la culture, il va rester en suspension, et tant que faire se peut, avoir une vision peut-être
horizontale de la transmission et se dire qu'on est là pour faire des expériences communes et à partir de ces expériences communes vont émerger de nouvelles aventures. Et je pense que le rôle du médiateur, c'est de se dire qu'on va travailler sur les modes d'implication du public, mais que ça puisse avoir une valeur d'évocation pour eux, que ça puisse avoir du sens pour eux à un moment et que ça puisse entraîner avec cet objectif, c'est un minimum d'appropriation, que ça puisse s'intégrer. Je pense qu'on a contribué à vider les salles de spectacle en positionnant la culture comme étant le passage obligé et en évitant systématiquement de construire des ponts entre la culture des individus et la culture qu'on leur proposait. Et là, je vais dire peut-être quelque chose certaines personnes ne seront pas d'accord, mais je pense qu'il faut intégrer les loisirs, que c'est extrêmement important de considérer que les loisirs ont une valeur culturelle pour les habitants. Si on passe son temps à dire que la musique qu'ils écoutent, que c'est pas culturel, ce qui est radicalement faux, eh ben on n'aura aucune possibilité d'établir des passerelles entre la culture des individus et cette culture que l'on défend. Et je pense que de telles actions, bien évidemment, moi je ne fais pas de distinction entre action culturelle sur un territoire donné et médiation culturelle. Il y a a priori aucune différence. Et ce qui m'intéresse dans ce type d'action, justement, c'est que l'idée même du médiateur comme un énième intermédiaire, elle est évacuée. Parce que, justement, si on fait émerger la notion de la médiation culturelle comme une nouvelle spécialité, là, on est foutu. Parce que très vite, on va avoir un nouveau guide qui va être détenteur d'un savoir. Et la frontière, elle est très difficile. Parce que quand on travaille avec des publics, très vite, la difficulté, c'est de se dire, je ne suis pas là pour vous amener quelque chose, mais malheureusement, le public a des réflexes scolaires à certains moments. Et vous renvoie au statut de celui qui serait détenteur d'un quelconque savoir. Alors, j'avais d'entrée de jeu, lors de l'ouverture de ces journées, interrogé cette posture historique qui consiste à dire qu'on doit apporter la culture aux gens, hein, comme nous le rappelait Serge Chahada tout à l'heure, comme si les gens n'avaient pas de culture et qu'il y avait la culture qui allait descendre comme ça de façon immanente, illuminer le peuple, hein, pour être debout demain. Cette posture qui a quand même largement construit les politiques culturelles depuis une cinquantaine d'années a souvent été interrogée, elle est encore plus, je dirais, interrogée aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on jette la question de l'accès aux œuvres universelles, bien entendu que ça a tout son intérêt, mais que la question de considérer les publics et les populations, les individus, comme étant chacun porteur d'expérience, de vie, et donc de culture, est un postulat qui, évidemment, change complètement la façon dont on peut aborder notre métier. Moi, je dis toujours à mon équipe, on n'est pas là pour se faire chier. Hein. Et je pense que dans l'action culturelle, la question du plaisir et du désir est absolument essentielle. Et que si on n'a pas ça, et si on ne partage pas ça, il ne se passe rien. Hein. Parce que le plaisir et le désir, c'est le moteur aussi qui va ouvrir d'autres possibles. Or, l'enjeu aujourd'hui, comme le rappelait Jean, c'est bien d'ouvrir d'autres possibles, de sortir de ces idées toutes faites que la société est comme elle est, qu'elle le sera toujours, que le libre marché est une évidence, que le libéralisme est indépassable, etc. etc. Je pense que nous sommes nombreux à penser que ce n'est pas le cas. Nous devons mettre beaucoup d'énergie à déconstruire ces discours, mais aussi beaucoup d'énergie à ouvrir la porte, comme disaient nos amis de derrière le hublot, à ouvrir la porte, et y compris à ouvrir la porte pour que ça nous échappe. C'est ça aussi, respecter les habitants et les gens avec qui on travaille, c'est-à-dire de considérer qu'ils sont maîtres de leur destin et que nous n'avons pas à décider pour eux ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent devenir.